Bonjour. Bonjour Marie. Salut Marie. Bonjour, vous allez bien? Ça va et toi? Ouais, ça va, merci. On est nombreux ce matin, vous savez pas? Non, pas très nombreux. On D'accord. devrait être, on avait inscrit, donc si tant est que tout le monde se... Oh, c'est déjà pas si mal, hein. Ouais, on a quelqu'un. Ouais. Alors, c'est Madame ou Monsieur Brunet, je sais pas s'il y a le son ou l'image. Je vais fermer la porte parce que mes collègues font. Font du bruit. Bonjour Madame Osiol. Ça, c'est un assistant virtuel. Oui. Tu peux être connecté avec Madame Osiol? Oui, bonjour. Bonjour. Vous voyez un assistant virtuel, c'est avec vous qu'il y a cet assistant virtuel qui s'est connecté. Je pense que c'est l'intelligence artificielle. Je sais pas. Vous me parlez à moi? Oui, oui, oui. Non, 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 on voit juste il y a un assistant virtuel, donc je pense qu'il y a une intelligence artificielle qui est connectée. C'est pas nous, c'est pas vous. Non. Non. Je dirais que c'est. C'est pas compagnie Bonjour. fiduciaire? Si, c'est compagnie fiduciaire. Mais il y a. Bonjour Frédéric. Bonjour. Bonjour. On va profiter que tout le monde arrive petit à petit pour se présenter. Comme ça, on saura comme on a un petit groupe qui est là. Euh, Madame Oziol, bah, du coup, on va vous laisser vous présenter. Ah, c'est gentil. Bernadette Osiol, je suis expert comptable et commissaire aux comptes, groupe Sully à Sercastet, route de l'aéroport. Dans le Béarn. Marie, on te laisse te présenter peut-être? Oui, pardon, bonjour. Je suis Marie Audibert et je suis juriste en droit du travail, ressources humaines au MEDEF des Deux-Sèvres. Et tant qu'on est dans le MIDEF, Frédéric, on te laisse te présenter aussi. Oui, bonjour. Donc, Frédéric Lemaire, je suis chargé RH, emploi et compétences au MEDEF Gironde. Alors après, je vois qu'il est connecté. Ravan Stahl, je ne sais pas s'il y aura du son. Oui. Bonjour, Bonjour. c'est Monsieur Alors, on ne vous voit Salravan. pas, mais on vous entend. Et il y a l'image qui arrive. Ah, voilà. Bonjour, on vous laisse vous présenter. Bonjour, donc Ravansal Masternet, nous sommes une entreprise spécialisée dans le nettoyage sur le Lot-et-Garonne D'accord. et on intervient également sur le transport sur le Bordelais. Ok. Donc j'ai participé à ces réunions pour assister à cette formation-là, à ce module pour la gestion des talents, quoi. Donc je voulais voir qu'est-ce que vous proposez. Ok. On va être pas mal dans l'échange. On a un petit groupe, donc on va aussi beaucoup échanger, même si on a préparé un apport à partager. On a Angélique, je ne vois pas le nom, je suis désolée. Angélique Gascoin. Oui. Gascoin. Madame Gascoin, bonjour. Je vous laisse vous Bonjour. présenter. Moi, je suis la société Longlerie, basée à Bordeaux. C'est à peu près plus de 100 boutiques en France.
et c'est à peu près 250 à 300 salariés dans toute la France. D'accord. Et bienvenue. Merci. Alors, on a Céline Hervé. Je vous laisse vous présenter, Madame Hervé, si vous pouvez prendre la parole. Oui, bonjour, je suis Céline Hervé, je suis la responsable de communication du MEDEF de Sèvres et je suis aussi en charge des relations école-entreprise. Et voilà, le sujet m'intéresse voilà, à titre perso aussi et notamment à des fins de com interne. Je trouve que c'est toujours intéressant. Là, c'est beaucoup lié au RH. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Marine Vissant, de la Croix-Rouge. Oui, bonjour, Je excusez-moi, vous je suis laisse arrivée un petit peu en retard. Donc, moi, c'est Marine Vicente et je suis responsable RH au sein de Croix-Rouge Compétences Nouvelle-Aquitaine. Donc, sujet qui nous touche particulièrement en RH et qui nous intéresse. Et Croix-Rouge Compétences, c'est un organisme de formation? Oui, c'est ça, en fait, c'est la filière formation de la Croix-Rouge française. On est organisé D'accord. par région, du coup, nous, c'est la Nouvelle-Aquitaine. D'accord. Bon, je vous fais un message de Madame Sauvage. Alors, Madame Sauvage, on a donc Romane Sauvage, responsable RH du groupe Lucas, donc boulangerie, 240 salariés. Bonjour Madame Sauvage. Si vous ne pouvez pas communiquer, on sera attentif à la conversation. On a aussi, alors, on voit le nom Brunet, je ne sais pas si c'est une dame ou un monsieur, et si la personne peut prendre la parole. Non, je ne vois pas. Il n'y a pas des personnes qui attendent. Et on a Chéri qui est arrivé, non? Qui est arrivé, qui est reparti. D'accord. Il va y avoir un souci de connexion. On va commencer à introduire le sujet le temps que ça arrive progressivement. Alors, est-ce que vous voyez le support? Oui. Oui. Oui, c'est bon. Oui. Alors, l'idée sur l'heure et demie que l'on va passer ensemble, c'est vraiment, on est sur un format plutôt dédié à l'échange, au partage de pratiques sur la question de la gestion des talents en entreprise. Donc, c'est pour ça aussi qu'on vous a fait vous présenter pour que vous puissiez savoir un peu dans quel secteur vous êtes et le poste que vous occupez. On va échanger autour de 3 questions qu'on a l'habitude de poser, nous, sur des ateliers plutôt présentiels avec des dirigeants et des RH. La première question, c'est qu'est-ce que c'est qu'un talent en entreprise? C'est une question où on n'a pas tous la même réponse et qui va nous aider sur la suite. La deuxième question, c'est comment vous l'identifiez. Donc, on est vraiment focus sur les personnes que vous avez déjà dans vos effectifs et dans vos équipes. Et ensuite, la troisième question, c'est une fois que vous avez identifié les talents, qu'est-ce que vous faites pour ce public-là? Comment vous les fidélisez, vous les développez? Donc, on va commencer déjà par l'échange et ensuite, Graciane et moi, on vous apportera, on va dire que c'est pas notre vision, mais en fait, c'est plus une recherche qu'on a faite à travers différentes études sur le sujet. Donc, on vous en aura plutôt la littérature et les approches du moment sur la gestion des talents afin de compléter les échanges. Alors, la première question, pas la plus facile hein, pour introduire ce sujet, mais c'est qu'est-ce qu'un talent pour vous? On n'est pas très nombreux, donc on peut se refaire peut-être un petit tour. Alors, Frédéric, peut-être, est-ce que tu peux nous dire toi ta vision ou quand vous travaillez le sujet avec les entreprises adhérentes du MEDEF Gironde, qu'est-ce qui ressort quand on parle de talent? Mets ton micro, Frédéric. Hein. Ça va pas, C'est c'est bon, bon. là, vous m'entendez? Euh, c'est une bonne question. Après, c'est un terme générique parce que derrière talent, on peut mettre plein de choses en fait. Hein. Ça Ouais. peut être la personne qui va correspondre à la recherche que l'on a, enfin, des compétences qu'on a besoin dans l'entreprise. Ça peut être aussi quelqu'un qui va correspondre à l'instant T à la recherche, mais qui va avoir des capacités aussi d'évolution et qu'on va pouvoir avoir décelées. Voilà. Après, Je... pardon? Non, non.
Voilà, déjà dans un premier temps, puis je vais laisser compléter les autres. Voilà, je renvoie la balle, comme on dit. J'aurais envie de dire que c'est une compétence qu'on a identifiée dont on a besoin, et puis peut-être la, la possibilité d'identifier peut-être une possible évolution dans l'entreprise, en fait, du talent, en fait. Je me projette, c'est une capacité à projeter cette compétence dans l'avenir de mon entreprise, en fait. Ok. Et pas y mettre toujours derrière le talent, comment dire, des niveaux d'éducation ou de diplôme exceptionnels. Le talent, tout dépend de mon entreprise, de ma stratégie, de mes objectifs et de ce que je recherche, en fait. Ok. Donc, ça rejoint ce que nous disait Frédéric. Et il y a cette petite notion supplémentaire que c'est pas forcément quelqu'un qui est très capé en termes de diplôme. Céline, qui voulait Moi, je dirais compléter? qu'en dehors Oui. de la compétence, c'est une aptitude. Mm. Pour moi, il y a vraiment la notion de savoir-être qui presque prédomine la compétence métier. Alors, sauf si on est sur une compétence très technique, mais un talent, c'est aussi du savoir-être, c'est-à-dire une capacité d'intégration dans une équipe, d'adaptation et de vision. Enfin, ça dépasse pour moi juste la compétence métier. Ça rejoint la notion d'aptitude que vous décriviez, Madame Ouziel? Oui. Mais l'aptitude, c'est pas que le savoir-être non plus, c'est en fait avoir une ouverture et une capacité à. Et puis, j'aurais envie de dire aussi que le talent, c'est pas que inné non plus. Il n'y a pas des gens qui ont des talents et d'autres qui n'en ont pas. Le talent, c'est aussi quelque chose qui se favorise dans l'entreprise ou que l'on favorise et qu'on peut faire émerger aussi. Donc, effectivement, il y a le savoir-être, mais il y a aussi une capacité à pouvoir évoluer. Enfin, je veux dire, le talent, il est pas, on n'est pas forcément avec un talent et puis d'autre part, en fait. C'est aussi la responsabilité de l'entreprise de fournir un cadre qui permet de faire Ouais. éclore les talents. Ouais. Et puis, on n'a pas forcément besoin des mêmes talents. C'est-à-dire qu'un Ouais. talent d'un va être utile à Mm. à un maillon ou à une organisation et une autre à une autre boîte. Donc, et moi, le talent, j'ai envie de dire, c'est le collaborateur dont on sait qu'il peut faire, il peut faire carrière. Enfin oui, ça rejoint la notion d'évolution, mais on sait que c'est quelqu'un sur qui on peut compter et qu'on peut amener plus loin. euh, ou, euh, ou, ou en termes de format, enfin, qui devienne lui-même formateur ou manager, ou même sur des idées de l'innovation. Enfin, c'est quelqu'un qui peut amener autre chose que la compétence Ouais. métier. C'est on peut le projeter, on peut se projeter. Après, Ouais. mais ça, on y viendra peut-être après. La difficulté, c'est aussi la capacité que l'entreprise a de projeter ses salariés aussi, que ce soit en termes de formation ou en termes de perspective d'emploi. Parce que là, je pense à des expériences passées en ce qui me concerne en entreprise. Et c'est pas forcément évident. On se dit, c'est des gens compétents, je veux les garder, mais qu'est-ce que j'ai vraiment à leur proposer en termes de perspective aussi? Mais ça sera le coup d'après, je pense, dans l'échange. Super, merci. D'autres apports? Madame Vicente ou Madame Gascoigne, si vous voulez nous partager votre vision. Non, ça rejoint un petit peu ce qu'ont pu dire les autres participants. Pour moi, un talent, effectivement, c'est quelqu'un qui aussi excède un petit peu les attentes en termes de savoir-être et de savoir-faire, qui du coup, euh, offre des perspectives du coup d'évolution, euh, voilà, sur le poste. Et effectivement, bon, il y a des potentiels qu'on peut détecter et emmener à devenir des talents, quoi, aussi. Puisque le talent, voilà, pour moi, on l'a pas dès le démarrage. Parfois, c'est du potentiel qu'on accompagne pour devenir un talent, quoi. Et peut-être juste pour conclure, enfin, parce que pour rebondir sur tout qui vient d'être dit, c'est que le talent, c'est pas forcément un sens unique aussi. C'est-à-dire que ça se nourrit. L'entreprise nourrit le talent et le talent nourrit aussi peut-être les possibilités que l'entreprise peut offrir aux salariés.
Très intéressant, tous ces apports. Juste Madame Gascoigne, il me semble que vous vouliez prendre la parole aussi, peut-être, pour compléter. Non, non, tout a été dit. Enfin, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Pas de souci. Parfait. On a accueilli entre-temps Chéri. Je ne sais pas si Chéri que nous connaissons bien, de l'UNICEF. Je ne sais pas si Chéri, ouais, elle nous voit. Est-ce que vous nous entendez? Non, pas de micro. Ok. Mais elle nous voit. Tu veux la présenter peut-être? Oui, juste pour vous dire qui est Chéri. Chéri travaille pour l'UNICEM, qui est la fédération carrière et matériaux, et plus spécifiquement sur la formation et l'organisme de formation de l'UNICEM en Nouvelle-Aquitaine. Allez, on continue. Du coup, on va vous dire ce que nous, on a pu identifier dans la littérature, parce qu'en effet, on échange très souvent avec les dirigeants sur cette notion de talent. On se rend bien compte qu'il y a des visions différentes, quoi qu'aujourd'hui, vous nous avez apporté une définition et une lecture assez commune. En tout cas, il y a deux approches concernant la gestion des talents et Graciane va vous présenter ce qui est qualifié d'approche intrinsèque ou d'approche inclusive. Oui, c'est effectivement l'approche qui est la plus moderne et dont on entend le plus parler dans la littérature aujourd'hui. C'est l'idée de se dire que chaque personne est un talent ou chaque personne a du moins un talent. C'est peut-être la distinction entre être un talent et avoir un talent. C'est en tout cas de se dire que l'entreprise, son enjeu, c'est pas seulement d'aller chercher les meilleurs individus, mais d'aller tirer le meilleur des individus. Et on en revient avec ce que tu disais notamment à Marie sur la responsabilité aussi de l'entreprise d'aller chercher le talent caché de chacun des collaborateurs et des collaboratrices. Cette approche-là, elle est davantage développée dans des entreprises qui sont plutôt agiles, où les notions hiérarchiques sont peut-être un peu moins ancrées et dans les mentalités et dans les pratiques, puisque vraiment on n'est pas du tout dans une approche élitiste, mais plutôt l'idée que chacun peut contribuer, chacun peut avoir un talent et contribuer à la stratégie globale de l'entreprise. L'enjeu finalement, c'est un enjeu de management, un enjeu de gestion RH et de se dire d'aller finalement chercher le talent de chacun, aller essayer de faire émerger le talent de chacun. C'est une approche qui est plutôt développée par Audrey Richard, qui est présidente de la NDRH, qui est aussi DRH de Canal+. Pour la citer, Audrey Richard dit que le talent management continue de se démocratiser et déploie à présent une vision moins élitiste. Les projets concernent de plus en plus la totalité des collaborateurs et non plus seulement les hauts potentiels. C'est une dynamique qu'on retrouve également dans les chiffres, puisqu'on voit une évolution dans la gestion des talents. C'est une étude qui a été menée par la NDRH en 2020. Alors, ça fait quelques années maintenant, mais c'est une dynamique qui, on pense, se retrouverait et serait certainement davantage accentuée. On voit l'évolution dans la politique des talents qui était davantage dirigée vers les hauts potentiels. En 2017, on voit que 56%, la gestion des talents concernait plutôt à 56% les hauts potentiels, à 48% les cadres dirigeants. Et 3 ans plus tard, on voit vraiment une tendance qui s'inverse, puisque finalement, en 2020, la politique de gestion des talents ne concerne plus que 24% les cadres dirigeants et 36% les hauts potentiels. À l'inverse, les politiques de gestion des talents concernent davantage maintenant tous les salariés. Et à nouveau, on est assez convaincu que si on faisait ce baromètre aujourd'hui, cette tendance serait vraiment accentuée. Pour autant, on va vous présenter une seconde approche. C'est Cindy qui va vous présenter cette autre approche. Oui, c'est l'approche exclusive, donc opposée à ce que vient de présenter Graciane. Alors, l'une et l'autre, on n'a pas de parti pris sur ces deux approches. En tout cas, on les observe quand on travaille sur la gestion des talents en entreprise. On voit cette approche inclusive se développer. Et traditionnellement, la gestion des talents, ça s'adresse à un sous-ensemble de professionnels. C'est ce qu'on appelle des professionnels à forte valeur ajoutée, à fort potentiel ou hautement qualifiés. Donc, en effet, ceux qui vont répondre aux compétences pour lesquelles ils sont employés, mais aussi qui ont cette capacité d'évolution.
On parle aussi de personnes qui ont des compétences rares, recherchées ou originales. C'est aussi une approche qui vise des personnes avec des positions pivots dans des TPE, PME, des personnes qui sont souvent adaptables, polyvalentes et qui vont embrasser plusieurs casquettes, donc ce qui n'est pas toujours évident. Et puis, pour certains managers et dirigeants, ce sont celles qui sont dotées du grand talent managérial, considérant que le management est un domaine sensible et périlleux, et que quand on voit quelqu'un qui arrive à la fois à faire avancer un service sur des sujets techniques, mais aussi à driver les hommes de façon noble, ben, on considère qu'il est doté de ce talent managérial. Alors, sans faire de généralité, mais c'est pour un peu structurer la vision et l'approche. Cette approche exclusive, elle est davantage vue dans des entreprises avec justement une organisation hiérarchique plutôt traditionnelle, assez bien dessinée. Et c'est aussi une politique de gestion des talents qui est, entre guillemets, cachée, pas toujours déclarée. C'est pas quelque chose qu'on vient dire en entretien. Nous avons une politique de gestion des talents dans la boîte. C'est plutôt quelque chose que l'on découvre, que l'on ressent avec des collaborateurs qui vont rentrer dans des programmes, dans des formations. Alors, on les appelle les happy few parce que c'est, voilà, on va finir par comprendre qu'on est un talent parce qu'on a accès à certains services, certains dispositifs dont ne bénéficient pas d'autres salariés. Donc, dans ces entreprises-là, la politique de gestion des talents, elle est existante, mais elle n'est pas clairement affichée en termes de communication pour ne pas créer non plus de discrimination ou de jalousie vis-à-vis de collaborateurs qui ne bénéficient pas de ce programme de gestion des talents. Est-ce qu'il y a déjà des questions ou des réactions par rapport à ces deux approches? Et bonjour à notre dernière participante qui est arrivée. Je vous prie de m'excuser, j'étais en retard, j'étais retardée sur une réunion. On vous laisse vous présenter, si vous voulez, juste 2 secondes, comme ça tout le monde se connaît. Donc, Patricia Waro-Bonin, je suis la directrice du campus Thalys Poitiers, voilà, d'un centre de formation. Bienvenue et merci pour votre présence. Merci. Est-ce que c'est clair sur les deux approches qui vous ont été présentées? Bon, du coup, ça va pas, en fonction de l'approche qu'a une entreprise, ça va pas se traduire de la même façon dans ces deux contextes-là. Donc, je vais reprendre le partage du support. Alors, pour compléter sur l'approche exclusive, dans les études, on nous explique que le talent serait une personne qui combinerait une performance élevée. Donc là, ça rejoint ce que vous avez toutes et tous dit un peu en introduction. C'est celui qui a les compétences qui correspondent à celles qu'on recherche et qui sait les déployer dans l'exercice de ses fonctions, ce qui va lui permettre de répondre aux objectifs. C'est aussi quelqu'un qui a du potentiel, donc ça rejoint cette capacité d'évolution dont vous avez parlé. Et alors nous, on a rajouté une troisième notion, elle ressort beaucoup moins dans les textes. C'est une notion qui nous a été amenée par un consultant lorsqu'on a travaillé sur le sujet de la gestion des talents en atelier en présentiel. Il nous a rajouté cette notion de plaisir et on va venir vous expliquer pourquoi il nous semble que ça viendrait faire la bonne formule, en tout cas du talent dans l'approche exclusive. Donc, pour détailler et pour faire le lien après avec les outils qui vont nous permettre de les identifier, dans la notion de performance, c'est le collaborateur qui a les bonnes compétences, mais qui sait aussi les mobiliser. Donc là, on parle des compétences techniques, les hard skills et les compétences aussi, le savoir-être dont Céline parlait tout à l'heure. Donc, il sait combiner cet ensemble de compétences pour atteindre les objectifs qui sont les siens au poste. On va parfois parler de surperformance chez certains de ses collaborateurs. On va voir qu'il n'y a pas de difficulté à faire le job. Et ce qui est très recherché par les recruteurs, c'est que cette performance, elle peut être transférable. On sent qu'on peut aussi, si ce talent, on l'avait dans une autre activité, dans une autre entreprise, on a le sentiment qu'il sera en capacité d'apporter la même performance. Donc là, ce qui est intéressant quand on a quelqu'un comme ça, dans nos effectifs, c'est qu'il répond parfaitement aux besoins de l'activité. Déjà, quand on a dans nos équipes des collaborateurs performants et qu'on a des moyens de les identifier, c'est un bon point. Mais ça ne vient pas qualifier la notion de talent. Je vous ai parlé de potentiel. La notion de potentiel, c'est le collaborateur qui peut développer les compétences. Alors, il peut parce qu'il en a la capacité, parce qu'il en a aussi l'envie. Compétences qui vont au-delà de celles qu'il mobilise au quotidien. Donc,
on pourrait dire il en a encore un peu sous le pied. Ces personnes-là, pour qu'elles puissent, entre guillemets, exprimer leur potentiel, il y a le cadre que va offrir l'entreprise et on va y revenir, mais c'est aussi des personnes qui vont être en capacité d'innover, de surprendre et parfois de prendre des risques. Parce qu'il faut oser sortir de la zone de confort et parfois oser sortir des tâches du quotidien, des activités chronophages dans lesquelles on est positionné. Donc, pourquoi c'est intéressant pour une entreprise d'avoir un collaborateur qui est à la fois performant et qui a à la fois du potentiel? Parce que, en effet, c'est des personnes qui vont parfois nous aider à anticiper, à faire face à des transformations, à des gestions de crise, par exemple, qui se manifestent dans le quotidien de beaucoup d'entreprises. Et le troisième point, c'est la notion de plaisir. Alors, le plaisir, pourquoi? Parce qu'on se rend compte en échangeant avec les dirigeants que certains nous disent oui, je pense que j'ai un talent, j'ai quelqu'un qui est performant, j'ai quelqu'un qui a du potentiel, mais je le garde pas non plus. Et la notion de plaisir, c'est peut-être une des conditions déjà pour les fidéliser. Mais si on a un talent qui prend du plaisir à faire ce qu'il fait, derrière, c'est quelqu'un qui va à la fois peut-être le faire sur du long terme, et c'est aussi quelqu'un qui va avoir un effet positif sur le reste du collectif. Donc, ça peut rejoindre un peu les notions de leadership en management, mais c'est aussi quelqu'un qui va être un peu inspirant et qui va au-delà de sa dynamique à lui, personnelle dans l'entreprise, enrayer une dynamique un peu plus collective. Donc, ça serait notre définition, en tout cas, du talent selon l'approche exclusive euh, idéale, en fait, qui vient cocher toutes les cases. Petite précision sur cette notion de plaisir. C'est pas quelqu'un qui est forcément heureux dans son travail ou joyeux. On n'est pas là en train de parler de gestion des émotions. C'est tout simplement quelqu'un qui dit j'aime ce que je fais en fait. Et quand on aime ce qu'on fait, dans la façon de le faire, ça va donner une autre dimension, que ce soit dans la relation client, que ce soit dans le management d'équipe, que ce soit dans la relation fournisseur partenariale. Ça va vraiment venir donner une dimension exponentielle à nos ouvrages. Donc, on a des talents qui nous disent mon travail il est difficile, j'ai souvent des coups durs, mais je l'adore et j'y prends du plaisir. Donc, la notion de plaisir, c'est celle-là dont on parle ici. Est-ce qu'il y a des réactions, des questions sur ce que la littérature, en tout cas, vient nous dire sur l'approche inclusive et exclusive? Moi, je suis persuadée que le plaisir et le sens de venir travailler tous les matins et même au-delà du talent, parce qu'on aura beau avoir tous les talents, si le sens n'est pas là ou le comportement n'est pas là dans l'entreprise, ça peut pas fonctionner. Enfin, moi, j'en suis persuadée. C'est aussi pour ça on a ajouté cette notion-là. Et même dans les outils du coup d'identification, c'est comment on identifie ensuite que la personne, elle prend du plaisir. C'est un critère qui nous semble important à évaluer. Et Je qui est pense totalement lié à l'enjeu de fidélisation. oui, et puis aujourd'hui, là, les mentalités ont beaucoup changé, hein. Je pense que les gens ont besoin de se sentir bien, enfin un bien-être au travail, alors qu'avant, on n'associait pas, enfin, on associait, on va dire, vie privée, vie pro, on le dissociait pas vraiment. Aujourd'hui, maintenant, c'est plus dissocié. Ça veut dire que quand on n'est pas bien dans son travail, on est capable de pas, enfin, de laisser tomber ou de pas s'impliquer ou pas. Donc, s'il y a un sens à ça, je pense que c'est super important aujourd'hui. Au-delà du talent, moi, j'en suis persuadée. Donc, si au niveau de la définition de ce que c'est qu'un talent, on est au clair, après, libre à chacun de développer l'approche qui correspond le plus à ses valeurs et à ses possibilités. La deuxième question de notre atelier, c'était comment vous faites pour identifier les talents. Donc là, on vous relaisse la parole. On partagera nous aussi nos recherches sur le sujet qui sont en lien avec ce qu'on vient de vous présenter. Mais vous, dans vos organisations, on va refaire un petit tour de table. Comment faites-vous pour identifier, détecter un talent? Est-ce que vous avez une politique de gestion des talents? Qu'est-ce que vous mettez en place? Pour les collègues du MEDEF, qu'est-ce que vous identifiez chez les entreprises adhérentes ou qu'est-ce que vous conseillez aux adhérents? C'est intéressant de pouvoir échanger sur ça.
Moi, j'ai Alors, pas vraiment donc, de questions directes sur le sujet, mais d'expérience passée en entreprise, il y a de multiples outils de GPEC, il y a les entretiens professionnels, et puis, enfin, je veux dire, enfin, il y a aussi le recrutement du salarié, il y a des fois des compétences qui sont identifiées ou des expériences passées identifiées qui fait que il sera peut-être, comment dire, géré d'une certaine manière. Et puis, je pense que ça dépend beaucoup de la taille de l'entreprise aussi. Vous voyez, cette notion de gestion des talents inclusive ou exclusive et les outils que je mets en place, je pense que la taille de l'entreprise y joue aussi pour beaucoup. Mais alors je ne moi, crois pas qu'il y ait un outil pour identifier, c'est une multitude d'outils RH qui vont permettre à un moment donné d'identifier et de gérer et de faire évoluer éventuellement les talents. Enfin, à moins qu'il y en ait un qui existe, un que je ne connais pas, mais je ne pense pas. Alors, Merci nous, on n'a Marie. pas du tout d'outils de gestion pour faire émerger les talents, etc. Je dirais que les talents, enfin, comment ils peuvent émerger, c'est soit lors des entretiens individuels, effectivement, où on va échanger sur les appétences des uns et des autres par rapport à des sujets. Et puis aussi, on se rend compte que lors de travaux en groupe ou en sous-groupe, etc., ben, il y a des personnes qui prennent le lead ou qui vraiment vont s'affirmer dans un domaine et pour lesquels ils vont vraiment se découvrir même une appétence et une compétence et une envie d'aller plus loin, etc. Donc, c'est aussi un peu une approche subjective en fait de ce que vous décrivez. Il y a les entretiens individuels, mais c'est Alors, les entretiens individuels, mais après, c'est le travail en groupe aussi sur des sujets, des ateliers, etc., qui peuvent, sur des sujets que l'on choisit et qui sont nécessaires à l'entreprise, sur lesquels ben, les collaborateurs vont travailler et où effectivement, ben, ce travail en groupe, cette expression en groupe va permettre à certains ben, de s'exprimer, de découvrir leurs talents et puis que les autres aussi découvrent leurs talents. une sorte de projet, c'est ça? Quand vous dites des travail en Comment? groupe, des sortes de projets, c'est sur des Oui, projets absolument, d'entreprise. complètement, tout à fait. Ok. Merci beaucoup. Alors moi, je dirais qu'au-delà des outils qu'on a effectivement à disposition, bah, il y a l'écoute des collaborateurs aussi, et puis l'observation en situation de travail, hein, qui permet parfois ben, du coup de détecter aussi ben, des choses qu'ils ont mis en place, mais qu'ils ne vont pas forcément le faire savoir. Donc du coup, l'observation et donc quand ils sont effectivement soit sur leur poste de travail ou dans d'autres contextes, alors effectivement aussi sur des projets, mais effectivement par l'échange ou par creuser ou les interroger sur ce qu'ils font, ben, ça permet aussi, au-delà d'un entretien formel qui va être un entretien annuel ou un entretien pro, ben, d'avoir aussi une détection voilà, d'une particularité ou d'une action mise en place avec ben, des compétences spécifiques qui peuvent aussi remonter dans des situations, on va dire, un petit peu hors quotidien, enfin hors quotidien RH traditionnel, je dirais. Ouais, c'est très intéressant. L'observation en situation de travail, et ça implique quand même que on aille observer, du coup, qu'on descende sur le service, qu'on descende sur le terrain. Si on veut observer un responsable commercial ou un agent commercial en activité, c'est aller avec lui sur des rendez-vous clients. Si on veut observer une aide-soignante, c'est peut-être aller avec elle aussi dans un cadre un peu particulier, hein, mais sur un soin pour voir aussi comment elle réalise le soin. Si on veut observer quelqu'un qui fait du service informatique, c'est comment aussi je viens observer mon collaborateur dans sa situation de travail. Donc, ça demande aussi une culture d'entreprise qui le permette, une posture managériale qui soit en capacité de le faire, qui s'organise dans son temps aussi pour pouvoir observer comment nos collaborateurs réalisent leur travail. Et dans ce que vous dites, c'est aussi, là on dit comment identifier le talent, mais qui l'identifie aussi. Et on voit la combinaison nécessaire, le travail collaboratif nécessaire entre le manager de proximité, la manager de proximité, le service RH, le dirigeant d'entreprise. On voit que c'est un enjeu finalement qui est très collectif dans l'entreprise.
et puis la personne elle-même. Ouais. Donc, ce que vous disiez tout à l'heure, hein, quand vous parlez de groupe de travail, c'est des fois, je me rends compte moi-même que j'ai des talents, j'ai une appétence particulière et après, c'est comment je l'exprime. Est-ce qu'il y a d'autres idées sur la partie identification, d'autres partages? Je pense que ce que tu viens de dire sur la partie du rôle du manager de proximité, elle est essentielle parce que c'est ce qui va, en plus, ça va être différent suivant la taille de l'entreprise. Voilà. Donc, et puis derrière, il y a le rôle effectivement de l'ensemble des acteurs, qu'on soit petite, moyenne ou grosse entreprise, c'est comment va être organisée cette gestion des talents. Et puis il y a un outil que j'ai bien connu dans certaines entreprises, c'est ce qu'on appelle les people review. Et ça, ça permet à un instant T de se poser et de faire un point sur je dirais, chaque collaborateur, sa place dans l'entreprise, son potentiel d'évolution, ses attentes, etc., qui sont liées effectivement à ce qui a été évoqué tout à l'heure et en premier lieu, parce que le premier outil qui devrait être utilisé, qui sert énormément, c'est l'entretien professionnel, parce que c'est là aussi on va définir où on en est, ce qu'on veut faire et quelles sont les perspectives. Et ça reviendra sur quelque chose qui a été évoqué tout à l'heure, parce qu'une fois qu'on a détecté nos talents et leur potentiel et qu'est-ce qu'on leur propose, derrière, c'est comment je suis capable de les fidéliser dans l'entreprise. Donc, on doit être à même d'avoir, à travers ces outils, d'avoir quelque chose. On a parlé de subjectivité tout à l'heure. Effectivement, il y a une part de subjectivité, mais il faut qu'on ait aussi des outils un peu cartésiens, si je puis dire, même si c'est très difficile d'être cartésien sur certains aspects, mais pour pouvoir gérer l'ensemble de nos talents dans les entreprises. Frédéric, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'une people review, en tout cas, comment tu l'as vécu toi dans ton expérience Alors, passée, parce que c'est pas un outil que tout le monde connaît. Alors, People Review, hein, c'est un système qui était en place et qui était avec à la fois qui était issu des entretiens professionnels, entretiens de carrière, voilà, et avec les managers de proximité, responsables RH et pour ce qui me concernait à l'époque responsable de région, eh bien, on prenait on déroulait chaque collaborateur, hein, donc ça prend un certain temps, hein, c'est un temps, mais c'est un temps précieux aussi, et on regardait effectivement quel était le poste occupé, quelles étaient ses attentes, qu'est-ce qu'on était capable de proposer, s'il y avait des perspectives d'évolution, lesquelles, et comment les accompagner. Donc c'est vraiment faire, on passe en revue l'ensemble des collaborateurs, entre guillemets, même si faut mettre ça entre guillemets, hein, mais c'était en termes de positionnement actuel, positionnement futur, évolution, etc., etc. Donc c'est un travail minutieux, c'est un travail qui doit se faire avec des règles, parce qu'on peut pas, c'est pas à la tête du client non plus, hein, ça peut être aussi, quelquefois, il faut faire attention. Hein. Et puis on déterminait, c'est qu'est-ce qu'on appelait alors après, un haut potentiel, etc., etc. Donc voilà. Et puis ça permettait aussi de voir qu'est-ce que aussi ceux qui étaient en difficulté. Et par rapport à ceux qui étaient en difficulté, qu'est-ce qu'on met en place aussi pour les accompagner. Voilà, c'est quelque chose qui doit se faire de manière tout à fait ouverte, mais et aussi après il y avait un retour qui est effectué effectivement vers les personnes, hein, en disant voilà. Ce qu'on te propose. Donc, bon, il y avait tous des plans de formation, c'était une grosse machinerie, donc on avait des possibilités diverses et variées, mais ça permet aussi de donner de la perspective aux collaborateurs. Je ne sais pas si je suis clair, mais je pense qu'il y en a d'autres qui doivent. Après, on peut le faire à des niveaux différents. Hein, ça s'appelle People Review, mais après, la forme, elle peut être adaptée en fonction des effectifs et des organisations d'entreprise. Merci Frédéric. Marie, tu voulais compléter, je crois? Non, c'est bon. Ah non. Alors, on va vous livrer, nous, le travail qu'on a mené sur ça. En fait, on a travaillé avec des dirigeants sur les 3 critères qui sont la performance, le potentiel et le plaisir. Donc, on est un peu plus parti sur l'approche exclusive, mais on verra derrière qu'on va retomber sur l'approche inclusive à un moment donné. Et on s'est demandé si, tu parlais d'approche un peu cartésienne, Frédéric, comment mettre un peu du cartésien dans tout ça, dans cette identification parfois subjective du talent. Donc, quels étaient les outils RH et pas que RH à disposition des managers et des RH? Quels étaient éventuellement les indicateurs qui dépendaient de ces outils? Les parties prenantes, Gracien en parlait, mais qui évalue la performance, le potentiel et le plaisir que quelqu'un prend dans son activité.
Je présente la performance, je crois. Non, je crois que c'est moi. Allez, vas-y. L'idée, effectivement, c'était d'arriver à quelque chose d'un peu structuré autour des trois notions qu'a développé Cindy, la performance, le potentiel et le plaisir. L'idée, c'est pas non plus d'avoir une usine à gaz d'outils RH qui sont hyper complexes à déployer, à mettre en œuvre, à actualiser, mais juste vous donner des pistes qui sont issues et de nos recherches et de nos pratiques et de notre expérience, et puis aussi des échanges qu'on a pu avoir avec des dirigeants quand on a mené cet atelier sur des territoires en présentiel. Sur la performance, ce qu'on se disait, c'était que finalement, il peut y avoir de performance s'il y a, et de mesure de la performance s'il y a une stratégie qui est claire et s'il y a des objectifs qui sont donnés en amont. D'où la nécessité aussi de communiquer avec l'ensemble des équipes sur je suis entreprise, je veux aller vers où je vais, comment on y va ensemble, qu'est-ce qu'on met en œuvre ensemble pour atteindre cet objectif collectif et puis finalement le déploiement d'objectifs individuels rattachés à chaque collaborateur. Donc, vous en avez parlé, les entretiens d'évaluation, les entretiens de performance qui permettent finalement de mesurer la performance de l'année passée et qui sont aussi des outils finalement de gratification, de reconnaissance à l'issue de ce temps d'évaluation, d'où la nécessité aussi de mettre en place des outils de reporting qui permettent aussi au fil de l'eau de pouvoir évaluer cette performance et d'adapter si besoin, de mettre en place des plans d'action si la performance n'est pas forcément au rendez-vous. Les indicateurs finalement qu'on va aller chercher, c'est je t'ai donné un objectif, comment tu as atteint cet objectif? Est-ce que tu as atteint cet objectif? Est-ce que tu as été au-delà de cet objectif? Et pour mesurer ça, on est assez convaincu avec Cindy que c'est pas seulement un enjeu RH, il y a évidemment, et c'est assez transverse sur ces trois notions de performance, potentiel et plaisir, c'est vraiment ce travail collaboratif entre le management de proximité, le management métier et la vision globale, hein, la politique RH de l'entreprise et aussi la stratégie globale de l'entreprise. Donc, pour nous, les trois parties prenantes doivent être associées, effectivement, dépendant de la taille, de l'entreprise. Des fois, c'est la même personne qui est manager de proximité des RH et DG, mais selon la taille de l'entreprise, les parties prenantes peuvent être associées aussi à des moments différents. Là où on voit une difficulté sur ces outils-là, là on a pris l'exemple, on voit pas l'écran, mais du directeur commercial. Donc quand on a des chefs d'entreprise qui gèrent vraiment un centre de profit en nous disant moi j'ai des équipes commerciales, la notion d'objectif, d'évaluation, de reporting, de performance, elle est facile. Quand vous gérez, je reprends l'exemple de la santé puisque c'est un secteur qui me parle, mais comment évoluer la performance du psychologue, c'est pas au nombre de consultations, ça peut être un des indicateurs, mais il y a des éléments qui sont beaucoup plus difficiles, moins tangibles à évaluer, et c'est parfois dans ce cadre-là qu'entre manager et manager, il n'y a pas d'indicateur, il n'y a pas d'objectif parce qu'on dit ben ça se mesure pas. Et pourtant, si, mais ça se fait pas de façon aussi chiffrée, aussi cartésienne que ça. Donc, pour évaluer la performance, encore une fois, c'est qu'est-ce qui définit la performance de mon collaborateur. À un moment donné, est-ce que j'arrive à mettre un peu de factuel, des jalons pour pouvoir la mesurer et surtout instaurer du dialogue avec lui et les différentes parties prenantes autour de cette performance-là. Sinon, on va avoir des visions et des arbitrages très subjectifs de oui, Maxime est performant, bah non, moi je trouve qu'il n'est pas très performant. Quand on vient l'évaluer, il faut un cadre. Ça, c'est pour la notion de performance. Pour la notion de potentiel, vous l'avez exprimé dès le démarrage, mais c'est cette capacité à évoluer, capacité à sortir de la zone de confort. Alors, bah, vous en avez parlé, ça peut être de proposer aux collaborateurs d'aller sur des projets peut-être un peu différents de ce qu'ils font dans le quotidien, dans le mode courant. Ça peut être aussi des challenges. La délégation, d'un point de vue RH, c'est aussi un formidable outil pour tester le potentiel de quelqu'un. C'est souvent identifié comme quelque chose pour gagner du temps côté dirigeant, mais quand on reprend vraiment la théorie d'une délégation, c'est aussi donner une activité, une tâche
à quelqu'un, tâche qui n'est pas forcément dans son périmètre, et c'est l'accompagner pour qu'il puisse réaliser, accomplir cette tâche ou cette mission avec une évaluation en fin de délégation pour voir comment ça s'est passé pour lui. Donc, la délégation, c'est un outil très intéressant. Les mises en situation un peu différentes et puis l'observation des situations de travail, vous en avez parlé. Donc, pour le potentiel, ça va être tout ce qui va être test et mise en situation réelle. Ou alors, on peut aussi l'identifier avec des tests plus ou moins psychométriques, mais avec des assessments du Development Center. Donc, des outils là qui vont venir il n'y a pas besoin de mettre en situation réelle. Ça va être de la mise en pratique sur des exercices. Ça va être fait avec des tests spécifiques et analysés par des consultants qui sont formés sur le sujet pour se dire tel collaborateur, aujourd'hui, il est sur telle fonction. Si on ne prend pas de recul et si on a envie de faire tel test, qu'est-ce qui peut ressortir? Donc, ça, c'est aussi intéressant quand dans l'entreprise, on offre la possibilité à nos collaborateurs de se tester. C'est parfois fait quand on est en phase de questionnement ou de bilan de compétences, mais ça peut aussi rentrer dans une routine RH. L'idée là, c'est en effet d'avoir une vision sur les compétences que mon collaborateur a et que je n'identifie pas, que lui n'identifie pas non plus parfois, les fameuses compétences cachées, et de voir si on les teste, on les met en pratique ou pas, qu'est-ce que ça donne. Pour vous donner un petit exemple, d'une connaissance qui, après 16 ans d'exercice, est en train de négocier son départ. Et dans les échanges avec les services RH, ils se sont rendus compte qu'elle parlait anglais, qu'elle pratiquait. Elle avait un très, très bon niveau d'anglais, en fait. 7 ans que la professionnelle, elle est sur un poste en marketing dans une entreprise, une petite PME. Et en fait, c'est lors de la phase de départ de la collaboratrice que, ils ont instauré un dialogue, et c'est là qu'ils se rendent compte, en fait, qu'il y avait des compétences qu'ils n'avaient pas identifiées chez la collaboratrice. Elle n'avait pas pensé que c'était forcément utile pour l'entreprise. Et pourtant, un collaborateur qui parle anglais, un collaborateur qui maîtrise bien les outils d'intelligence artificielle, aujourd'hui, il y en a plein, mais c'est pas forcément connu, c'est pas forcément dit. Donc, il faut avoir quand même des outils, des indicateurs et différentes personnes qui sont là pour évaluer tout ça. Sur le potentiel, c'est aussi lié à ce que vous disiez en introduction sur la capacité à faire face, la capacité aussi à anticiper. Et c'est aussi, ce sont des compétences qui sont extrêmement recherchées par les entreprises aujourd'hui, au-delà des compétences techniques. Nous, ce qu'on entend beaucoup quand on est sollicité par des entreprises qui ont du mal à recruter, c'est bon, il faut une petite base technique, mais je veux surtout quelqu'un qui va être en capacité à s'adapter, à apprendre. Et c'est ce que disait Cindy aussi précédemment, c'est ce potentiel, cette notion à interroger, à être un peu peut-être disruptif par rapport aux procédures classiques de l'entreprise. Ça demande aussi une gestion et un management agile finalement et en capacité d'accepter de se faire challenger dans ses pratiques quotidiennes. Quand on attend ça aussi d'un talent, il faut être en capacité d'accueillir ça finalement en tant qu'entreprise. Ce que disait Marie tout à l'heure. Ouais, tout à fait. Et enfin, il y avait la notion de plaisir. Alors, nous, on l'a ajouté dans cette définition du talent. Après, comment venir évaluer le plaisir d'un collaborateur, c'est pas chose simple. On parlait de l'entretien professionnel qui est effectivement un moment important ou un moment d'échange où on sort vraiment, dans la théorie en tout cas, l'entretien professionnel n'est pas là pour mesurer la performance. Et souvent, quand on discute avec l'entreprise, il y a collusion entre ces deux outils RH. Juste pour rappel, l'entretien professionnel, lui, est obligatoire tous les 2 ans avec un bilan à 6 ans. C'est l'occasion, effectivement, de faire le point sur comment tu te sens dans ton poste, comment est-ce que tu as les outils nécessaires pour pouvoir réaliser ta mission, comment tu te projettes, qu'est-ce que tu as envie de faire dans les prochaines années, comment je peux t'accompagner moi, qu'est-ce que moi, entreprise, j'ai comme projet aussi, comment toi, tu peux t'intégrer dans ce projet-là ou non, finalement, mais c'est en tout cas ce moment d'échange hors de la performance. L'entretien d'évaluation ou l'entretien de performance, lui, n'est pas obligatoire.
Et finalement, on rencontre beaucoup d'entreprises qui mettent en place ces entretiens de performance et qui passent à côté de l'entretien professionnel. Donc peut-être juste un point de vigilance sur cette obligation RH qui finalement est aussi le moment pour le RH de parler de CEP, de parler de VAE, de parler de CPF, de parler de projets de formation. Donc, c'est un outil RH qui se prépare en amont et là, les services RH ont toutes leurs responsabilités dans l'accompagnement de ce moment-là et faire émerger une discussion la plus honnête possible et la plus authentique possible pour essayer de faire ce point et ce point de projection finalement sur les prochaines années. Ça, c'est le moment institutionnel. On le disait, le moment où quelqu'un en parlait, l'écoute, c'est aussi des réunions mensuelles, c'est aussi des échanges informels. Euh, il est aussi de la Mais responsabilité finalement de l'entreprise d'encourager ces temps de bon mais tiens comment ça va, comment tu te sens, on avait une entreprise dans le Lot-et-Garonne qui nous a parlé du triptyque ce que je sais faire, ce que je peux faire et ce que je veux faire. Et finalement si on le prend de cette façon, on met en exergue aussi les difficultés, on peut adapter euh, le plan de charge, enfin, on retravaille de façon collective sur les missions et ce que je veux faire, ça ouvre aussi sur voilà, la projection, qu'est-ce que aujourd'hui qui est pas forcément dans ton champ d'action, mais que tu pourrais faire parce que on en parlait, les compétences transférables, la capacité à anticiper, etc. je dirais juste quelque chose, c'est que ce que vous dites est très important, mais ça veut dire en pratique qu'il faut vraiment donner du temps pour préparer les entretiens et que le manager de proximité soit aussi formé à les faire. Parce que combien d'entretiens professionnels, c'est tu prends plaisir, oh oui, oui, j'adore ce que je fais, tout va bien, oh oui, tout va très bien. Et en fait, cet espace de discussion qui est fondamental, en fait, parce que c'est là qu'on fait émerger aussi, qu'on voit aussi comment se sent le collaborateur, bah, c'est pas si souvent que ça qu'on le retrouve et après être en capacité d'exploiter aussi ces entretiens. Ouais. Ouais, tu mets le doigt sur exactement l'enjeu et la difficulté que rencontrent les entreprises parce que c'est C'est pas qu'un effectivement document obligatoire en fait, parce que quand on Tout à dit fait. oui, Tout à il faut le fait. faire tous les 2 ans, etc., c'est plutôt vécu comme un parcours administratif un peu pénible, alors que c'est un véritable outil de management et un véritable espace de discussion en fait, un peu privilégié, au-delà, avec un temps de recul, parce que c'est le recul qui est important en fait, d'où la préparation en amont par rapport à tous les temps informels, bien entendu, qu'on peut avoir avec son DRH ou son manager de proximité dans le quotidien de son activité, en fait. Sur le feedback, il y a de plus en plus de formations ouvertes aux managers de proximité pour développer des techniques de recueil de feedback des collaborateurs, peut-être à la fois sur ces temps institutionnels, mais aussi en dehors, dans le management quotidien, sur du temps formel et informel. Et c'est à ce moment-là, en fait, que l'on peut aussi avoir une parole authentique et un vrai dialogue autour du plaisir au travail. Et c'est pour ça que c'est peut-être la partie où il faut arriver à développer le plus d'outils comme tu le disais, Graciane, et comme tu le dis, Marie, en essayant de vraiment rendre un peu de noblesse à ces temps institutionnels et en essayant disponible, en tout cas déjà à écouter. Et après la question de qu'est-ce qu'on mettra derrière. Mais c'est pas un temps qu'on fait d'un point de vue RH parce qu'il faut le faire, mais c'est aussi un temps parce qu'on se pose et qu'on s'intéresse à toi, collaborateur, et à ton parcours dans l'entreprise. Donc ça, c'est déjà un premier point. Et puis ensuite, le recueil du feedback autour de cet temps institutionnel au quotidien, c'est nécessaire. Et puis il y a des outils comme le 360 feedback qui est assez intéressant, qui peuvent venir nourrir les entretiens pro ou d'autres entretiens individuels où on vient recueillir le feedback autour du travail et du plaisir que prend une personne dans ses missions, mais on vient le croiser par les feedbacks de toutes les parties prenantes qu'il y a autour. Donc, on vient d'abord recueillir le feedback de la personne concernée. Donc, je prends mon cas, ça pourrait être moi, mon feedback sur le plaisir et sur la vision que j'ai de mon travail au quotidien. Ça pourrait être celui de mes collègues directs, de quelques collègues indirects, de mon manager, pourquoi pas, si on est en capacité de sonder aussi des clients, des partenaires. Et là, d'un seul coup, ça vient donner une autre vision, une vision un peu plus globale et ça vient nuancer parfois
le dialogue manager-manager. Donc, le recueil du feedback, c'est vraiment dans les missions aujourd'hui des managers de proximité. On le voit de plus en plus dans les programmes de formation des organismes de formation, peut-être dans des promos RH comme celle que vous avez au sein du campus. Thalys, en l'occurrence, je ne sais pas si c'est un sujet qui émerge et qui est enseignant à vos étudiants, mais en tout cas, côté offre de formation continue, on voit que ça prend de plus en plus de place. Quand on rentre sur le dispositif effectivement du master, c'est-à-dire bac plus 4, bac plus 5 en RH, c'est des problématiques qui sont, voilà, qui font évidemment l'objet de... En bachelor, on est plus sur une approche un petit peu plus d'assistanat RH, donc plutôt sur des outils et de l'opérationnel. Mais là, effectivement, on est vraiment sur une stratégie, dès qu'on passe sur le master ressources humaines, oui, on a tous ces indicateurs, ces outils la gestion, voilà, évidemment des plans de formation qui rentrent complètement dans le champ dans le champ de formation, effectivement. Et juste pour revenir sur l'entretien professionnel, il y a aussi des méthodes qui permettent de sortir de ce moment un peu hiérarchique. C'est les entretiens professionnels croisés, où finalement c'est un manager qui n'est pas du tout issu du service ou qui n'a pas de connaissances forcément métier et qui réalise l'entretien professionnel pour effectivement vraiment sortir peut-être d'une retenue qu'il peut y avoir avec un N+1 ou dans une relation hiérarchique. C'est le cas du média, en fait. Là, c'est quand le dialogue il est difficile à instaurer, à mettre en place un tiers pour le recueil du feedback, c'est intéressant. C'est un peu l'objet des enquêtes et des baromètres aussi, qui apportent aussi un autre éclairage. Alors, elles peuvent se faire de façon anonyme et collective, mais il y en a qui font le parti pris de le faire de façon non anonyme. J'adresse l'enquête à tel collaborateur. Et donc, je vois clairement ce qu'il ressort. Du plaisir qu'il a au travail. Et puis, je peux voir aussi une évolution avec des baromètres d'une année à l'autre. Donc, quand on a du mal à instaurer ce dialogue, il y a des astuces comme ça pour y mettre soit un média, soit un tiers. Mais l'essentiel, c'est quand même de recueillir cette donnée et de savoir la traiter derrière avant que on ait le talent qui nous dise j'ai trouvé notre mission ailleurs. Et vraiment, la troisième colonne du tableau est très importante, mais dans une entreprise, le choix de qui utilise ces outils et avec quelle intention derrière, elle est capitale. Parfois, c'est une question de process ou de temps, donc c'est le RH qui va faire. Là où on se dit, est-ce que c'est pas plutôt au manager de proximité? Parfois, c'est l'inverse. Donc, il y a tout un questionnement à avoir sur ces outils que l'on connaît tous, mais en y raccrochant cette attention de savoir gérer des talents en même temps qu'on les déploie. S'il n'y a pas d'autres remarques, observations, propositions sur l'identification des talents, on va aller sur le troisième et dernier point. C'est une fois que j'ai identifié mes talents dans mon entreprise, quels sont mes leviers pour les fidéliser, pour les développer, pour apporter une réponse à ce feedback que j'ai recueilli. Marie disait tout à l'heure que c'est la partie peut-être la plus périlleuse parce que parfois on a une demande, mais on est limité aussi en tant qu'entreprise avec une activité à apporter une réponse. Donc, on vous relaisse la parole sur ça. Qu'est-ce que vous utilisez, qu'est-ce que vous connaissez, ce dont vous entendez parler pour arriver à développer et fidéliser les talents dans les environnements professionnels. Il y a une personne qui parlait de sens aussi au travail tout à l'heure. Je ne sais plus. Je pense que c'est tout à fait vrai aussi parce qu'on fait des liens. Enfin, rien n'est étanche. On parle des talents, mais on parle aussi de marque employeur en l'occurrence là pour fidéliser les talents et les compétences. Donc, il y a aussi la capacité de l'entreprise à donner envie aussi. Le salarié, il faut qu'il ait envie, mais il faut aussi qu'on lui donne envie. Donc, donner envie, la vision, la vision qui est celle pour le collaborateur, pour son travail au quotidien. Oui, puis le collaborateur, et je viens dans une entreprise, je m'inscris dans un collectif aussi. Enfin, il y a moi, mais je suis avec d'autres aussi. Donc, c'est que je comprenne la stratégie de l'entreprise, la vision de l'entreprise et comment moi je vais pouvoir m'insérer
et éventuellement en faire un bout de chemin ou un grand chemin dans l'entreprise. Donc, oui, il y a la question du sens qui est quand même assez fondamentale. Aujourd'hui, j'ai pas Et ça fait forcément partie envie des de questions. développer mon talent pour tout et n'importe qui, en fait. Et D'autres après, idées? sur le comment faire, c'est là que c'est plus difficile. Une fois qu'on s'est dit ça, voilà, on n'a pas dit grand-chose, en fait. Céline? C'est l'accompagner, je dirais aussi, par rapport à un programme de formation adapté qui lui convient et qui convient à l'entreprise par rapport aux objectifs de l'entreprise et par rapport au talent de la personne qui va lui permettre d'aller plus loin et de le cultiver. L'information. C'est que si on veut que quelqu'un évolue, il faut lui donner les moyens d'évoluer, de monter en compétences. Céline? Euh, Moi, je pense que tout se joue autour de la création de la relation. Alors, je parle pas de relation de copinage ou mais de créer une relation avec le collaborateur, c'est-à-dire, je te vois, je t'écoute, je suis à ta dispo. Alors, sans non être non plus dans les bisounours, avec les règles et les contraintes d'une entreprise, mais je pense que la fidélisation, ça passe aussi par le fait de savoir dire. Tu fais partie des effectifs et du coup, à ce titre-là, on crée une relation qui implique effectivement de te former si tu as besoin, de répondre à tes attentes, de te recadrer aussi si besoin. Donner une place, en fait, je trouve que c'est un peu la base. Donner une place au collaborateur, lui montrer par les faits et les paroles qu'il a sa place dans l'entreprise et qu'il compte. C'est une forme de reconnaissance un peu, mais je pense que pour moi, le mot-clé, c'est vraiment la relation. Mais je rebondis parce qu'effectivement, c'est intéressant. Et je pense qu'en fait, pour fidéliser, c'est un peu constant. C'est-à-dire, ça commence quand je t'accueille dans l'entreprise, quand je te recrute, à savoir, tu es attendu, en fait. Je t'accueille correctement. Après, c'est quand je suis dans l'entreprise, mais c'est aussi si à un moment donné, je pars, c'est aussi savoir gérer les départs, en fait. Donc, c'est vraiment tout le parcours collaborateur qui fait qu'on va fidéliser les talents. Et ça commence tout de suite. C'est-à-dire qu'un recrutement qui est raté, en général, on peut se dire que ça va être compliqué de fidéliser des talents. Et puis, moi, je rajouterais aussi, des termes, c'est clarté, réalité, cohérence, sens, perspective et communication. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'embarquer dans une politique de gestion des talents ou un parcours de gestion des talents et avoir un discours et que les actes ne suivent pas le discours. Parce que ça, c'est ce qui est le plus destructeur. C'est-à-dire qu'il faut, quand je dis clarté, il faut savoir dire aussi au talent, même si effectivement, qu'à aujourd'hui, on est en capacité de proposer ça, que le parcours pour y arriver, il va être le suivant. Ce sera peut-être pas 6 mois, ce sera peut-être une perspective à moyen terme. Et puis, effectivement, comme on disait tout à l'heure, d'avoir cette relation de proximité. Je suis d'accord avec la notion de bisounours. On n'est pas dans un milieu bisounours, on est dans un milieu professionnel où on gère la relation collaborateur, mais de manière adulte, si je puis dire. Voilà, il y a ce qu'on peut faire, il y a ce qu'on peut pas faire, il y a ce qu'on a affiché comme quoi on allait faire et que ça doit être en cohérence avec ça. Voilà. Je pense que ça, c'est super important parce qu'il n'y a rien de pire que de faire un affichage et puis qu'on s'aperçoive que dans les faits, eh ben, ça n'a pas lieu. Parce que là, après, effectivement, je veux rejoindre, il va falloir gérer le départ, entre guillemets, parce qu'à un moment donné, on ne va pas pouvoir maintenir sous cloche en mettant la carotte et en disant voilà, ça va venir, et voilà. Donc à un moment, je pense qu'il faut avoir s'il y a une politique de gestion de talent, il faut qu'elle soit claire, qu'elle soit simple, qu'elle soit efficace et qu'elle soit cohérente et qu'elle soit partagée. Voilà. Faut pas La notion de confiance aussi, c'est important, ça rejoint, et la ça rejoint notion ce de que vous dites. confiance, ça rejoint ça, C'est ça, c'est effectivement. exact. Si à un moment, si la relation est rompue parce que l'un ou l'autre des parties n'a plus confiance, pour moi, c'est perdu. C'est-à-dire que il n'y a plus rien à jouer, quoi. Je pense qu'un salarié ou un talent, il peut comprendre qu'on ne peut pas lui donner tout de suite, mais simplement lui donner la perspective et comment ça va se construire. Quelles vont être les étapes et qu'effectivement, on valide chaque étape et ça permet de construire un parcours.
Alors, pour vous témoigner quand même des réactions assez fortes sur cette notion de politique de gestion des talents, clair, pas clair, sur un atelier où on avait une vingtaine de dirigeants présents, certains étaient dans le parti pris de dire moi, je vais mettre en place une gestion ou j'ai une gestion des talents qui fait plutôt partie de l'approche exclusive. Voilà, j'ai pas les ressources pour mettre ce programme-là en place pour tous les collaborateurs et je le fais de façon transparente. C'est-à-dire que quelqu'un qui rentre dans l'entreprise sait qu'à un moment donné, il va aussi pouvoir bénéficier de ce programme-là et d'être un peu choyé. Là où d'autres dirigeants disaient, enfin, c'est difficile d'avouer, d'afficher de façon transparente qu'on a un programme spécifique pour certaines personnes. D'autres disaient, bah, au contraire, ça peut donner une dynamique pour ceux qui sont pas dans le programme ça peut être un peu un modèle, un exemple, et de se dire, je suis dans une boîte qui permet ça et qui ne le fait peut-être pas pour tous, mais qui à un moment donné se donne les moyens pour certains de proposer ce type d'accompagnement. Donc, ça peut être un peu inspirant comme du sportif de haut niveau, en fait, qui va intégrer des programmes un peu plus spécifiques parce que ben, on avoue qu'il a un potentiel qui est différent et qui va intéresser l'équipe de sport. Donc, c'était juste pour vous dire que ce sujet-là de l'affichage de la politique, elle est très différente d'une entreprise à l'autre et vraiment, ça soulève des débats très houleux quand nous, on l'anime en présentiel. Parce Marie, qu'on tu parle, voulais réagir? Allez-y. Je vous laisse. parce que derrière, il y a une notion, c'est le courage managérial. Ouais. Et ça, c'est une autre dimension. Et c'est pas la plus simple non plus. On en parle beaucoup, mais ce que ça veut dire, et c'est pour ça que je parlais de communication, parce que, et je te rejoins, Cindy, par rapport à ça, c'est que ça peut valoir d'exemple pour les autres. À la fois, ça valorise le collaborateur, le talent, parce que on l'a mis dans un parcours, on l'a fait évoluer, il a évolué dans son poste, etc. Et les autres, ça peut se dire, bah oui, c'est possible pour moi. Du moment où je m'investis, du moment où je fais partie du corpus et que je m'engage, parce que la notion d'engagement va être là aussi sur du court terme et du long terme. Mais ça fait partie des débats, c'est comment je l'affiche et comment je le gère en tant que manager. Quel que soit le niveau, hein, quand je parle manager, c'est dirigeant ou management intermédiaire, peu importe, mais comment ça je le pilote. C'est ça. Marie? Oui, et puis ce que je voulais rajouter, ça a l'air peut-être bête, mais je dirais aussi prendre soin des managers, parce que le manager, on lui demande tout. Il est censé tout faire, tout voir, être là pour ses collaborateurs, mais lui, sur qui il peut s'appuyer en fait. Et le réseau des coopérations, enfin la coopération pour les managers, un soutien pour les managers, c'est aussi fondamental parce qu'une ligne managériale qui est en difficulté, ben, clairement, c'est tout le dispositif qui tient pas en fait. D'accord. Alors, on va vous retémoigner un autre exemple qui fait écho à ce que tu viens de dire, Marie. C'est que quand on est strictement donc avec des chefs d'entreprise ou du top management, on leur pose aussi la question en fin d'atelier, mais vous, du coup, maintenant, est-ce que vous pensez que vous êtes un talent? Est-ce que, avec les trois critères, est-ce que vous pensez que vous êtes performant? Est-ce que vous pensez que vous avez du potentiel et que vous pouvez l'exprimer dans vos missions? Est-ce que vous y prenez du plaisir? Et ça rejoint un peu ce que tu dis, Marie, c'est que pour arriver à accompagner quelqu'un sur ces trois dimensions-là, faut être aussi bien dans ses baskets et dans sa Ouais, posture et disponible. Voilà, c'est aussi dans ma fonction managériale, quel temps j'ai réservé pour faire ça et pour accompagner les autres. ouais. Oui, parce Donc, que il y a une étude de l'APEC qui est sortie il y a pas très longtemps là sur les managers et il y en a de moins en moins de jeunes talents qu'on identifie comme des jeunes talents qui veulent se positionner sur des fonctions de management. Donc à un moment donné, ça pose aussi question. Et voilà, le manager, il est censé, c'est un peu Superman hein, dans les entreprises. En tout cas, moi, je l'ai beaucoup vu dans les entreprises. Et c'est aussi beaucoup de personnes en difficulté. Et voilà. Donc, c'est aussi prendre soin d'eux et penser à eux sur qui ils peuvent s'appuyer et sur quoi ils peuvent s'appuyer. c'est le parti pris de certaines entreprises qui mettent un programme de gestion des talents que sur la ligne managériale, par exemple. Il y en a d'autres, enfin, bon, encore une fois, c'est pas simple, mais c'est pour vous donner des exemples et faire avancer la réflexion. On vous partage du coup les trois tendances, mais qui font encore une fois écho à ce que vous avez dit, que nous on a relevé quand on a cherché à voir aujourd'hui ce qui fonctionnait bien, en tout cas, et ce qui était recommandé en termes de fidélisation et de développement des talents. Avant ça, il y a Graciane qui va faire une petite pas mise en garde, mais un petit point de vigilance. Effectivement, on va vous présenter trois leviers d'action. C'est un parti pris, il en existe plein d'autres. C'est en tout cas se dire que
pour mettre en place un levier d'action, pour identifier des pistes qui peuvent favoriser la fidélisation et le développement de mes talents dans l'entreprise, c'est déjà connaître mes talents. Donc, c'est déjà cette fin. C'est vraiment graduel dans qu'est-ce que moi j'identifie comme un talent, comment je l'identifie, comment je les connais aussi finalement, quel levier va avoir une accroche sur tel ou tel talent, parce que finalement, on dit fidéliser le talent, mais c'est les talents dans leur diversité, dans leurs attentes aussi vis-à-vis de l'entreprise. Et finalement, c'est partir du point de départ que il y a de talent que dans un contexte donné. Et finalement, un talent dans une entreprise ne va pas forcément l'être dans une autre parce que le contexte, parce que les moyens qui lui sont donnés ne sont pas les mêmes. C'est aussi de se dire que finalement, on parlait du temps nécessaire à donner au manager, c'est aussi donner du temps, donner un cadre qui permet finalement aux talents de s'exprimer. C'est leur permettre de faire un petit pas de côté par du temps, par des moyens, par de la confiance, de la reconnaissance. Finalement, c'est se dire comment moi, entreprise, je crée des conditions favorables à la fidélisation, au maintien, au développement des talents. En s'étant posé les deux questions avant, c'est de savoir, moi, entreprise, quelle est ma définition du talent? Est-ce que je l'affirme, ou pas? Et quels sont les leviers que j'ai pour les identifier? On voit beaucoup d'entreprises qui mettent en place des programmes de fidélisation, de développement des talents sans s'être posé clairement la question, mais les deux questions qu'on s'est posées avant, en fait, sans que ce soit affiché, décrit quelque part. Donc, ces tendances et ces leviers, il faut aussi les mettre en place quand on a eu cette réflexion en amont. C'est aussi l'image, si finalement une fleur ne pousse pas, c'est peut-être pas que la faute de la fleur, c'est l'environnement dans lequel elle s'inscrit qui peut-être ne lui permet pas de pousser et d'éclore. Donc, dans la première tendance et dans le premier levier, ça rejoint beaucoup le sujet du management, mais c'est la qualité du management et les méthodes collaboratives alors là, on est presque revenu sur l'approche inclusive, hein, mais c'est aujourd'hui un des leviers très forts pour fidéliser et développer les talents d'entreprise. Dans les sondages et dans les études qui sont faites sur le départ des talents d'entreprise, il est souvent question d'un défaut de management, d'un manque de disponibilité, de méthodes de collaboration. Donc là, d'échanges entre pairs qui ne sont pas adaptés. Donc, comment je peux me développer, comment mon potentiel peut être identifié et peut s'exprimer si je suis dans un cadre managérial qui n'est pas adapté, si je suis face à quelqu'un qui ne sait pas manager, ça fait flop. Ça veut dire que si je suis dirigeant, j'ai plusieurs managers, il y a peut-être en effet, en termes de développement des compétences, amener mes managers à travailler sur la qualité de leur management, leur posture managériale, à travailler sur les méthodes collaboratives qui reposent aussi beaucoup sur l'intelligence collective aujourd'hui. Et ça, il y a de la formation, il y a des modèles d'accompagnement aujourd'hui des managers pour en tout cas avoir des bénéfices concernant la fidélisation et le développement des talents. Donc, on vous a mis quelques questions qui peuvent être posées à vos talents, mais de quoi as-tu besoin? Comment évaluerais-tu ton autonomie professionnelle de 1 à 5 aujourd'hui dans l'entreprise? Comment définirais-tu les expériences collaboratives au sein de ton entreprise? Cette question est très intéressante parce que la façon dont les méthodes collaboratives et la façon dont tu collabores avec tes pairs, est-ce que ça te convient? Est-ce que tu as eu l'opportunité, le temps de te challenger sur l'année passée? Parce que le manager, c'est celui-là qui permet aux collaborateurs de prendre des risques, hein, d'aller sur des projets. Donc, est-ce que tu as pu te challenger, prendre des risques récemment, ces dernières années? Toutes ces questions-là et tous ces modes-là, ça va venir influer l'expérience collaborateur, c'est ce qu'on vous a mis sur la slide, hein, de l'ensemble des collaborateurs et des talents en particulier. Le second levier, il fait référence à des notions qui ont déjà été abordées. C'est les formations, c'est la capacité en tout cas de l'entreprise de se positionner comme étant une structure, une organisation qui est apprenante. Alors, il y a une diversité de dispositifs et j'allais dire de financement, mais les financements de la formation sont pas exponentiels et au contraire, on entend plutôt des coupes budgétaires sur les dispositifs de formation qui sont notamment financés par les OPCO ou par d'autres acteurs de l'écosystème
de la formation de façon générale. En tout cas, il existe des possibilités de former, de faire évoluer également en interne. On parle de la FEST, de la formation, de l'action de formation en situation de travail. C'est finalement se positionner comme étant une entreprise qui permet à ses collaborateurs de monter en compétences, de se développer. Ça peut être par faire appel à un organisme de formation interne. C'est aussi de la formation croisée avec des collaborateurs qui ont une expertise et qui peuvent finalement la diffuser, la transmettre. La notion de mentoring aussi, c'est une notion qui peut permettre de reconnaître un talent, de se dire, voilà, tu as cette compétence-là, est-ce que tu accepterais d'avoir un rôle un peu de pédagogue collectif au sein des équipes. Et on peut pour ça poser ces questions. Qu'est-ce qui te manque pour progresser, pour innover? Pour le coup, l'entretien professionnel est le moment idéal pour ça, avec le point de vigilance, effectivement, comme le disait Marie tout à l'heure, c'est donner le temps de réflexion finalement pour pouvoir se positionner. Parce que quand on pose comme ça à brûle pour point la question, sur quoi tu aimerais te former, c'est quand même compliqué de répondre et de se positionner. Quelle a été ta dernière expérience d'apprentissage ou quand on est sur des entreprises peut-être un peu plus structurées, as-tu déjà intégré un programme de R&D? Et à l'inverse, est-ce que tu aimerais faire du mentoring? Est-ce que c'est une dimension qui te plairait aussi? Donc, c'est vraiment l'idée d'entreprise apprenante dans sa globalité et de talent apprenant et diffuseur transmetteur de sa connaissance aussi. Donc, en gros, Racine, malgré les coupes budgétaires, je disais qu'il y a plusieurs leviers aujourd'hui pour se transformer en organisation apprenante et mettre en place cette culture de la transmission des compétences. Parfois même, juste quand on pose la question à des collaborateurs, quelle a été votre dernière expérience d'apprentissage? Certains nous disent, ben, moi, ça fait 5 ans que je suis là, ça fait 5 ans que j'ai pas fait de formation, d'accord? Est-ce que tu as pu aller sur un projet où tu as appris quelque chose? Non. Est-ce que tu as pu faire une conférence ou aller sur un séminaire ou quelque chose? Mais c'est tous ces instants en fait où on permet à la personne d'apprendre, de prendre ce pas de recul, d'innover. Et pour les talents, clairement, s'ils sont pas dans une organisation qui permet ça, il va pas rester très longtemps dans l'organisation. Et sur la formation, juste pour dire, il y a plein effectivement de stratégies à mettre en place pour favoriser cette montée en compétences dans l'entreprise. Rien que cette thématique pourrait faire l'objet d'un webinaire, d'un atelier, de quelque chose de très spécifique parce que ça se construit, c'est intégré à la stratégie de l'entreprise et là, vous donnez des dispositifs, des noms de dispositifs ou de choses enclenchées, c'est peut-être un peu trop superficiel. Par contre, au-delà et puis c'est valable pour l'ensemble des choses dont on vient de se parler, au-delà de ce temps très collectif, on est à disposition pour des questions un peu plus individuelles et pour des entreprises ou des structures qui auraient envie d'aller un peu plus loin sur comment j'active réellement, de quels outils j'ai besoin, etc. On vous a mis l'apprentissage et l'apprenance parce que l'apprenance, c'est le nouveau terme verbatim à la mode pour parler d'apprentissage tout au long de la vie professionnelle. Et le troisième levier, qui est là un peu plus différent, innovant, c'est l'accompagnement du parcours. Alors là, ça englobe différentes choses. Il y a ces notions d'organisation de mobilité interne et externe, parce que Marie, comme tu le disais, à un moment donné, quand je ne peux pas donner une suite dans ma petite et moyenne entreprise à mon collaborateur, c'est ma responsabilité aussi de l'accompagner sur une mobilité externe, c'est-à-dire la fin de parcours. Mais c'est pas parce que ton talent ne peut pas s'exprimer aujourd'hui chez nous et qu'on n'est pas dans la bonne conjoncture et le potentiel que on va pas s'occuper de toi et qu'on va pas t'aider à exprimer ton talent ailleurs. Donc, c'est
transformer un peu notre culture RH dans les organisations. On est très focus recrutement, mais peut-être avoir cette fonction d'architecte de parcours où on vient par les parcours du début jusqu'à la fin, avec des personnes qui peuvent quitter une entreprise et puis y revenir quelques années plus tard, mais être très souple et être très flex, notamment pour les talents. Donc, mobilité interne, externe, c'est un sujet. Il y a aussi tous ces cadres, les études le montrent, qui veulent, qui ont un désir ou qui ont déjà créé une micro-entreprise. Ça n'est pas dit, c'est encore très tabou, c'est pas forcément quelque chose, ça appartient aux collaborateurs parfois de vouloir voilà, exprimer ce qu'il peut faire à côté. Même si contractuellement on est censé le déclarer, c'est jamais déclaré. Mais il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui veulent développer une petite activité en freelance à côté ou en micro-entreprise, etc. Donc c'est comment l'entreprise, elle ouvre le dialogue sur ça, comment elle peut aussi aider des fois quelqu'un qui a envie d'entreprendre en lui disant, bah, écoute, on peut peut-être réfléchir à de l'intrapreneuriat. Est-ce que ton projet, on pourrait pas l'intégrer dans nos projets d'entreprise? Et à défaut, est-ce qu'on peut pas t'accompagner sur ton projet de création d'entreprise? Voilà, c'est faire preuve de responsabilité et d'ouverture avec les collaborateurs pour des parcours qui sont en effet de moins en moins linéaires. On peut considérer décousu, mais ce côté décousu devient de plus en plus la norme. Et ça, c'est quelque chose qui plaît beaucoup aux talents quand déjà on est dans une culture où on peut parler de son parcours et on peut avouer ses projets, ses désirs, ses besoins d'entreprendre. Et puis, c'est un mode d'organisation qui est aussi différent parce que ça peut être sur du freelance, mais je peux faire appel à toi en tant que prestataire externe et finalement continuer à mobiliser la compétence ou le talent de la personne, mais de façon différente finalement. Donc, on ne dit pas qu'à travers ces trois leviers, on vient à coup sûr fidéliser, développer des talents. En tout cas, des recherches qu'on a faites pour préparer cette thématique, il semble quand même que dans une entreprise où il y a une culture du management, une posture managériale qui est régulièrement travaillée et qui est de qualité, dans les entreprises où on a une culture de l'apprenance, donc c'est-à-dire le développement des compétences, c'est quelque chose qui est vraiment au cœur de la stratégie RH et qui est pas simplement là pour dire il faut qu'on consomme les fonds qu'on a donnés et qui sont aux mains des OPCO. Et puis quand on sait parler parcours, pas que du onboarding, pas que la phase de recrutement, fidélisation, on veut te garder absolument, mais justement quand on a un accompagnement plutôt ouvert, transparent, avec cette prise de risque que on peut t'accompagner à faire du mécénat de compétences par exemple. On voit que finalement, ça permet aux talents de se sentir bien et de se projeter, comme tu disais Frédéric, sur une vision un peu plus moyen terme ou long terme. Il sait qu'il aura peut-être pas tout de suite, mais qu'il est dans une organisation en tout cas où il y a du dialogue et il y a de la possibilité en interne et en externe. Voilà sur les trois tendances qui ressortent le plus actuellement. Marie. En fait, je voulais juste poser une question, mais je me demande aujourd'hui, parce que c'est quand même très culturel, est-ce qu'il y a une évolution des talents en dehors du management? Parce que j'ai plutôt le sentiment que quand on veut faire évoluer quelqu'un, c'est nécessairement vers des fonctions de management. Parfois, c'est des mises en situation d'échec, parce qu'on veut à tout prix y aller et on n'est pas forcément fait pour. Et pour autant, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de talent et qu'on ne peut pas évoluer autrement. Mais ça sous-entend aussi que j'ai des perspectives à donner dans mon entreprise, ce qui n'est pas évident. Et la deuxième chose, c'est que je trouve qu'on ne parle pas assez des échecs, c'est-à-dire que l'échec aussi est apprenant. Et en entretien, on a toujours tendance à dire, à se survaloriser ou à jouer une posture, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai gagné tous les marchés et tout. Et en fait, interroger quelqu'un sur ses échecs, parce que dans une carrière professionnelle, il y a toujours quelque chose qu'on a plus ou moins raté. C'est pas vrai qu'on réussit tout. Mais quelqu'un qui sait en parler et qui sait dire comment il a rebondi ou comment il a fait, ben, c'est déjà en soi identifier des talents, je trouve, voilà. Et que c'est un peu tabou en France par rapport à d'autres pays, mais je trouve que c'est important de savoir en parler, même de le mettre en valeur. Marie, sur la notion d'échec, si on en revient au deuxième levier, l'organisation apprenante, on voit par exemple que dans les organisations qui fonctionnent beaucoup en mode projet, avec des chefs de projet, les personnes considèrent qu'elles apprennent quand à la fin du projet, il y a cette étape de clôture et de feedback et on vient évaluer le projet et puis on vient évaluer parfois l'échec
dans notre démarche au projet, dans le résultat. Et quand on parlait d'apprendre, c'est via le développement des compétences. Mais tout ça, ça rentre et ça vient dynamiser la culture apprenante d'une organisation. C'est à travers les pas qu'on fait au quotidien, ces moments où on vient se poser et se rendre compte que là, ça n'a pas fonctionné, il faut qu'on change un processus, il faut qu'on Ouais. change une manière de faire, il faut qu'on change notre outil. N'empêche que c'est un peu C'est tabou quand même et le droit à l'erreur ouais. n'est pas si mis en valeur que ça. Ouais. Et ce qu'on voit dans la FEST et qui a du mal un peu à décoller, c'est quand même ça. Et le droit à l'erreur, c'est aussi une façon de développer les talents et de se sentir en confiance pour prendre des risques. Parce que voilà, on n'est pas tous égaux face à la prise de risque, mais c'est aussi encourager cette prise de risque. Ouais. Non, non, c'est beaucoup une question de culture, en effet, Marie, pour arriver à développer ces tendances-là. D'autres réactions sur les trois piliers, les trois tendances qu'on vous a livrées? Alors moi, je dirais une petite question ou réaction par rapport à favoriser l'entrepreneuriat et les gens qui vont travailler en freelance, puisqu'on sait quand même que les entreprises qui font travailler des gens en auto-entrepreneur qui étaient préalablement salariés, ben, lorsqu'elles ont un contrôle URSSAF, elles s'exposent quand même à des risques qui sont conséquents. Oui, mais il ne faut pas que ce soit du salariat déguisé. Il faut accompagner la personne Ouais. dans son projet. Enfin, quelqu'un qui a été salarié et qui continue à faire les mêmes missions en tant qu'auto-entrepreneur, voilà, les relations, le lien de subordination est difficile enfin, il est difficile de démontrer qu'il n'y a plus le lien de subordination, justement. Non, non, oui, il faut que ce soit, mais il faut que ce soit un parcours et que ce soit un changement dans le parcours, en effet. Donc, bon, merci pour ce point de vigilance, en effet. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres réactions ou d'autres questions? Non? On se fait peut-être juste un petit dernier point un petit tour de table juste pour clôturer avant l'heure de fin de notre échange du jour. Marine Vicente, peut-être, si vous pouvez voilà, réouvrir le micro. S'il y avait une chose à retenir que vous voulez nous partager sur la fin de l'échange, ça serait quoi? Une chose à retenir. Non, non, c'était intéressant. Il y a des outils qu'on mobilise déjà, il y en a d'autres un peu moins. Je retiens aussi la partie People Review, parce que nous, notre process au niveau des entretiens professionnels, il est assez complet. Nous, on participe aux entretiens au niveau RH aussi, à la partie entretien professionnel. Et derrière, on exploite beaucoup les données pour la partie formation surtout, mais derrière, il faut qu'on développe pour la partie accompagnement, mobilité, etc. Et du coup, effectivement, la mise en place de People Review effectivement, pourrait permettre d'avoir une meilleure gestion du coup des talents, mais pas que. En tout cas, merci pour tous ces outils. Est-ce que vous voulez de la donnée sur ça? Est-ce que vous voulez qu'on vous envoie de la matière pour pouvoir emmener des People Review? Est-ce que ça vous intéresse? Effectivement, si possible, oui, Oui. effectivement. Ça Ah, m'intéresse c'est beaucoup. intéressant. Ok. Donc, on vous partagera ça aussi avec le support de la formation. Merci beaucoup. Qui veut prendre la suite? Céline, peut-être? Merci pour ces échanges. Ce que je retiens, c'est qu'en fait, la vision, elle est quand même assez large, mais finalement pleine de bon sens, enfin, de bon sens dans la relation humaine et dans la capacité qu'on a à envisager et à voir quelqu'un, au sens vraiment voir la personne et ce qu'elle est capable de faire. Et je partage la remarque de Marie sur le management, juste ça, puisque dans mon ancienne société, on était 300 personnes. Et j'étais au CODIR, donc on faisait souvent Alors, c'était pas des people review, mais on parlait comme ça de monter en compétences de talent, notamment prise de management. Et ce qu'on a remarqué, c'est que ce qui s'est produit à plusieurs reprises, c'est que une personne, parce que ancienneté et connaissance technique du métier, est propulsée au rang de manager, avec une formation de 2 jours sur comment être un super manager. Et ces 2 personnes se sont plantées, et c'est pas de leur faute, en fait, c'est juste qu'elles n'étaient pas compétentes sur ce domaine-là. Et effectivement, l'échec est rude parce que ça décrédibilise, parce qu'après, redevenir collègue, c'est-à-dire, t'es passé manager, mais en fait, ça le fait pas, donc on va te remettre collègue. Enfin, pour le collaborateur, c'est quand même
violent en termes Ouais. de confiance en soi, etc. Et du coup, les mentalités, je pense, doivent changer sur le fait qu'un manager n'est pas forcément un technicien et que le manager n'a pas forcément besoin d'avoir la compétence métier initiale dans tous les domaines, en tout cas. Euh, et dans les talents et dans les recrutements, je pense que c'est ça aussi qui est important de relever. Voilà, quand je recrute un manager, je n'ai pas forcément besoin de quelqu'un qui a la connaissance immédiate métier. S'il a la compétence managériale et le tempérament qui va avec, je pense qu'il peut apprendre le métier. Après, se joue la crédibilité auprès des équipes quand même à venir manager sur une thématique. Mais voilà, c'était juste un retour Non, mais d'expérience. c'est très intéressant. Ça peut être un parti pris en termes de parcours professionnel dans l'entreprise, de gestion des talents. Marie, pour compléter les propos de Céline, Non, moi, continuez. en fait, j'ai trouvé ça intéressant parce que ça a le mérite de poser, parce que effectivement, la gestion des talents, on peut y mettre beaucoup de choses, hein. C'est un peu comme marque employeur, c'est un peu le truc fourre-tout. Donc, j'ai trouvé intéressant de reposer un peu le débat, en fait, comme vous l'avez fait, de manière pragmatique le temps qui est imparti, parce qu'à chaque fois, on pourrait en faire tout un webinaire. Donc, merci pour ça. Et puis, bah, ce retour d'expérience, moi, ça fait écho avec mon expérience passée aussi. Et je trouve que moi, c'est ce que je me dis à la fin, finalement, c'est que avec l'évolution des façons de travailler, télétravail, il y a de plus en plus de façons différentes de travailler. Je trouve que ça questionne beaucoup la question du management, en fait. On en revient toujours à ça, au final, quel que soit le sujet. Merci, Marie. J'ai plus le nom dedans. J'ai vite Madame Gascoigne. À moi de partager. Oh, oui, Angélique, c'est très bien. Non, mais moi, c'est pareil, c'est comme tout à l'heure, j'ai entendu, je crois que c'est Marine qui disait, moi, j'utilise aussi des outils déjà sur les entretiens individuels et professionnels. Ça, c'est systématique tous les ans. Alors, professionnel tous les 2 ans, mais tous les ans, on fait un entretien individuel. Là, on est en plein dedans, d'ailleurs. Et ça permet d'avoir un échange. Alors, moi, c'est vrai que étant la dirigeante, je peux pas faire tous les entretiens, sinon je passerai ma vie à faire des entretiens la semaine, mais j'ai quand même un regard dessus dans le sens où c'est chaque manager fait ses entretiens avec ses équipes, mais je veux que la personne de ressources humaines soit présente à chaque entretien individuel et me fait un rapport sur chaque personne, mais de son point de vue à elle et non pas du manager. Enfin, les deux, en fait, c'est très complémentaire. Je demande à ce que la RH ait son regard et son back-office de l'entretien. Comme ça, on a vraiment deux versions, peut-être des fois différentes parce que bah, ça dépend aussi du manager, hein. On peut avoir des talents cachés, on va dire, dans les équipes et que le manager n'a pas vu ou n'a pas voulu voir et malheureusement quand on peut pas moi-même je peux pas le voir, donc c'est pour ça que j'essaye au mieux que je puisse le faire, c'est d'avoir des versions différentes. Et là on va alors je sais pas si ça rentre dans le people review, mais en tout cas on va se poser avec mes ressources humaines pour qu'on puisse faire personne par personne pour un petit peu regarder ce qui a été dit dans chaque entretien individuel et chaque entretien professionnel. Donc, ça m'intéresserait, moi, d'avoir des outils ouais, sur le People Review. C'est quelque chose que je ne connaissais pas. Je savais pas du tout. Donc, ça peut être intéressant. Ok, merci beaucoup. Et du coup, vous misez sur les parties prenantes et multiplier les Oui, parties prenantes pour essayer de ne pas louper. On n'en a pas oui, parlé, mais il y a des gens qui aussi, des managers qui ont peur de leurs propres talents dans leurs équipes. c'est clair. Notamment quand on a les écueils décrits par Céline tout à l'heure, des personnes qui n'ont pas forcément les habiletés nécessaires au management et qui peuvent Mhm. être un peu effrayées de sentir du potentiel dans leurs propres équipes Ouais. et qui peuvent justement masquer ce potentiel Tout à fait. du N plus 2. Ouais, tout à fait. Non, puis on apprend. C'est vrai qu'on apprend des choses. Des fois, c'est quand on est dans le quotidien tous la tête dans le guidon, c'est vrai on s'aperçoit pas forcément d'un mal-être de quelqu'un ou de parce que ça fait partie. Voilà, on est. Et puis, bah, si le manager, comme vous dites, n'a pas envie de montrer que. Bah, c'est difficile de s'en apercevoir et des fois on peut perdre des gens qui font mal à l'entreprise en finalité. Comme vous parliez tout à l'heure de votre collègue ou je ne sais plus qui c'est, on a découvert qu'elle parlait anglais alors on aurait pu la mettre sur d'autres missions. Donc c'est dommage. Euh, pour finir, peut-être Patricia, si vous voulez dire votre mot de la fin.
Oui, C'est bah, déjà une moi, vision d'un oui, effectivement. Donc, merci en tout cas parce qu'effectivement, bah, ça admet, enfin, vraiment, il y a eu une prise de hauteur aussi, même si c'est voilà, pour 1 heure et demie, ça permet de prendre de la hauteur aussi sur ce qu'on fait, ce qu'on met en place. Moi, j'ai effectivement, alors, j'ai entendu à nouveau, alors, People Review, mais effectivement, moi, j'arrive du domaine bancaire où on faisait des revues d'effectifs et c'est vrai que là, depuis que j'ai pris la direction, je le fais plus. Mais du coup, je me dis, oui, c'est vrai que c'est pas mal comme outil à retravailler et à mettre en place. Je retiens aussi l'entretien pro-croisé. Effectivement, c'était, voilà, j'avais jamais eu cette notion et je trouve que c'est aussi très intéressant. Et puis pour rebondir, mais ça a été déjà évoqué, l'idée malgré tout, surtout quand on est sur un poste en direction, c'est d'être effectivement de manager ses managers parce que du coup c'est eux qui vont peut-être détecter les talents. Donc mais aussi de continuer à cogiter sur voilà la manière de manager les managers pour que nos talents effectivement restent et soient fidélisés. Et voilà donc du coup ça me donne la suite dans le cheminement aussi parce que pour rebondir, effectivement, les managers parfois sont sur des postes parce qu'il y a eu certaines compétences professionnelles développées, mais pas parce que ils n'ont pas toutes les facettes du manager, on va dire au complet, et ça permet de voilà comment les accompagner aussi pour comment accompagner ces talents-là pour qu'eux puissent accompagner les talents en fait et les fidéliser. Merci Patricia. Et Frédéric qui nous a parlé de la People Review. Donc Frédéric, on va se mettre au travail. Hein. J'ai fait un tabac avec cette notion. Maintenant, il va falloir. Non, mais c'est super. Enfin, c'est un outil, pour l'avoir utilisé pendant de nombreuses années, c'est un outil qui est puissant, mais comme disait Angélique, c'est un regard croisé, obligatoirement, parce que ça doit se faire avec effectivement le manager, RH, et puis alors N+1, RH, N+2. Voilà. Pour que les. Alors après, sur la notion de faire passer les entretiens professionnels avec RH et manager, bon, après c'est un point de vue, mais moi je ne suis pas toujours favorable à ça. Mais bon, après ça c'est une organisation interne et pourquoi pas. Et surtout, j'allais dire, il faut, dans ce cadre de ces People Review, c'est que ça concerne personne et que les règles de ces People Review soient connues de tout le monde. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait lors de la People Review? C'est pourquoi faire, ça sert à quoi et qu'est-ce qui en sort. Et quand tout à l'heure j'en parlais en disant qu'il y a un retour d'information qui est fait vers le salarié, c'est important et ça concerne l'ensemble des salariés de l'entreprise. C'est pas simplement qu'une certaine catégorie. Et quand on parle de gestion des talents, parce que j'ai entendu beaucoup parler de manager, et effectivement il y a une vraie question à se poser sur le management, que les évolutions de carrière, c'est pas obligatoirement des postes pour le management, ça peut être aussi sur des fonctions transverses, ça peut être aussi sur des fonctions techniques, etc. Et qu'on doit être capable de donner cette fameuse perspective qui va donner le sens. Et puis après, quelque chose, moi, que je trouve important, c'est que quel que soit ce qu'on va mettre en place pour gérer les talents, et des fois, il ne faut pas avoir trop grand. Voilà. Et que simplement, ce qu'on va mettre en place, on le fasse et que ce soit une réalité. Pas simplement, je reviens à cette notion de si on veut maintenir le sens, si on veut maintenir la fidélisation, il ne faut peut-être pas se lancer dans des démarches extravagantes, entre guillemets, peut-être commencer au fur et à mesure pour arriver à maîtriser et à faire ce qu'on a dit de faire et surtout que ça soit perçu comme ça. Ça a été mis en place, on a dit, on a fait. Ça, je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Exactement. Et quitte après à compléter et à amender, mais il n'y a rien de pire qu'un truc. Parce qu'après, ça peut être vite fait des usines à gaz. Moi, j'ai vu dans certains cas, on est prêt à faire plein de trucs, puis on s'aperçoit que dans la réalité, c'est pas fait. Voilà. Mais sur la People Review, je pourrais vous redonner d'autres infos s'il y a besoin, et puis on pourrait partager. Bernadette, si vous avez un mot. Alors moi, qu'est-ce que je dirais? C'est que d'abord, ce qui est très intéressant et ce que l'on voit, c'est qu'à l'époque où on parle de plus en plus d'intelligence artificielle, où aussi le télétravail a pris énormément de place, etc., eh bien, en fait, tout ça, on est en train de travailler pour repositionner l'humain au sein de toutes les organisations. Et finalement, une organisation, une entreprise n'a de sens que parce qu'elle travaille et parce qu'il y a des hommes qui travaillent entre eux, etc., et dans un but commun et collectif. Sinon, il n'y a pas beaucoup de sens au reste.
Parfaite conclusion. Ouais. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre Merci. participation, pour vos apports les uns et les autres. Du coup, on vous partage le support. On vous en partagera aussi des éléments sur les People Review. Et puis, n'hésitez pas, si vous pensez à d'autres outils, à nous alimenter. On pourra le refaire partager au groupe et aux personnes qui ont participé à cet atelier-là. Merci, Graciane. Merci à tout le Merci. monde. Merci. Et Merci bonne beaucoup. journée. Merci. Bonne journée. À Bonne bientôt. journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.